bilan de la saison 2018-2019 des Gunners. Aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur cette saison, cet exercice 2018-2019 des joueurs d'Unai Emery. Comment est-ce que ça a pu se passer? Voilà, un petit flashback sur cette saison. Comment est-ce qu'on a pu en tirer voilà, des enseignements, qu'ils soient au niveau tactique, au niveau voilà, stratégique, au niveau des choix, au niveau des remplaçants, quels joueurs ont pu faire leur trou, quelles ont été les déceptions, que ce soit au niveau des résultats et même au niveau de l'effectif. Et après avoir étudié tout ça, on essaiera de se projeter un peu dans l'avenir voilà, en essayant de voir quel move Arsenal doit faire, quel transfert ils doivent réaliser et comment est-ce qu'ils vont pouvoir aborder la saison prochaine. Avant de voir tout ça, il faut évidemment se pencher un peu sur ce qui a été réalisé cette saison. Alors, un petit flashback sur ce qu'on a vu en Première Ligue de la part d'Arsenal. Alors, au niveau de la FA Cup, qui est un trophée, on le sait tous, hein, que Arsenal apprécie, qu'Arsenal choisit depuis quelques années, ils aiment bien ce trophée, ils aiment bien aller le chercher. Cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors, bon, on est plus sur l'ère Wenger avec cette peut-être objectif qui était fixé chaque année d'aller chercher cette FA Cup. Et cette année, Unai Emery a peut-être, on ne sait pas, on n'a pas plus d'informations là-dessus, a peut-être délaissé un peu plus cette compétition. Et on a voilà, une sortie de route dès le quatrième tour contre quand même une équipe voilà, de première division qui est Manchester United, contre laquelle les Gunners ont perdu sur le score de 3-1. Donc voilà, même si c'est vrai que c'est un petit point noir sur la feuille 2018-2019 de Arsenal, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez mineur. Au niveau du championnat, qui est quand même un des objectifs, voilà, on le sait pour toute équipe de première ligue, d'aller chercher ce championnat. On savait que cette année, Arsenal, ça va être encore très limite pour aller concurrencer les saisons exceptionnelles de Liverpool et de Manchester City. Mais voilà, il y avait cet objectif d'aller chercher la Ligue des Champions qu'ils n'ont pas réussi à remplir. Mais on a quand même quelques belles périodes, quelques périodes encourageantes sur cet exercice 2018-2019. Et notamment, voilà, je l'ai sous les yeux, ces 22 matchs sans défaite entre le 25 août et le 16 décembre, qui se termine sur une défaite contre Southampton 3-2, mais qui montre que même si c'est vrai, il n'y a pas eu de voilà, d'enchaînement de gros matchs sur cette période, on a une équipe d'Arsenal qui, contrairement aux années précédentes, est capable d'enchaîner contre des équipes contre lesquelles ils doivent gagner. Donc on a cette période un peu qui est synonyme et qui montre voilà, une certaine amélioration, un certain changement voilà, dans les principes et dans la tendance d'Arsenal à perdre trop de points contre les plus petits. On a aussi quelques belles victoires, hein, celle contre Tottenham en décembre, celle contre Manu en championnat en mars, mais on a voilà, ce dernier rush où des points vont être lâchés trop facilement contre des équipes plus faibles, tout simplement d'un point de vue intrinsèque, et contre lesquelles Arsenal se devait de gagner si il voulait encore se laisser une chance de pouvoir aller grappiller cette place qualificative en Ligue des Champions, ce qu'ils n'ont pas fait. Et on a donc cette régularité voilà, qui a été possible. Voilà, c'est quelque chose qui doit évidemment faire plaisir aux supporters d'Arsenal. Cette régularité qui a été possible et qui n'a finalement pas été totalement complétée avec ce dernier rush de fin d'année, ce combat pour la qualification en Ligue des Champions. Et évidemment, voilà, cette défaite assez, comment dire, humiliante, hein, je pense qu'on peut utiliser ce mot, contre Chelsea en finale de l'Europa League, avec toutes les circonstances qu'on connaît, qui sont évidemment les mêmes pour les supporters de Chelsea, les supporters d'Arsenal. Les Gunners n'ont pas réussi
a vraiment inquiété Chelsea, même si c'est vrai que on a eu ce but, cette réduction du score d'Iwobi qui a donné un certain second souffle finalement à Arsenal. On s'est rendu compte que Chelsea maîtrisait son sujet, surtout en deuxième mi-temps, et que dès qu'il y avait une offensive, dès qu'il y avait une action dangereuse, les Blues étaient tout simplement plus forts, et la défense d'Arsenal désorganisée et très fébrile. Donc on a voilà un peu un mélange, et un peu comme chaque année finalement, d'Arsenal qui comment dire, est capable de bien comme du mauvais. Et c'est quelque chose qu'il va falloir totalement changer, hein, parce qu'on sait qu'avec l'arrivée d'Unai Emery, il y a une réelle cassure au niveau, voilà, il y a un réel changement évidemment avec ce changement entre Wenger qui est resté des années et des années et l'arrivée d'un nouveau coach. Cette cassure n'a pas été totalement réussie, mais c'est évidemment encourageant pour l'année prochaine, sachant que on sait que c'est la première année d'Unai Emery voilà, à Londres, et que ça reste quand même assez encourageant. Pour continuer voilà, dans cette tendance un peu positive, on va essayer de voir les enseignements qu'on a pu tirer de cette saison à l'Emirates Stadium. Alors, on va évidemment commencer par les points négatifs et on finira par le côté un peu plus positif et ce qu'il va falloir garder pour l'année prochaine. Au niveau voilà, des côtés un peu plus négatifs, eh bien, on a évidemment deux secteurs que j'ai comment dire, surlignés, sur lesquels j'ai voulu appuyer un peu le trait. C'est évidemment les faiblesses en défense. On le sait, avec le trio, que ce soit Koscielny, Mustafi, Socratis, Koscielny, Mustafi, Nacho, Monreal comme en finale de l'Europa League, ou voilà, un Rob Holding qui a pu jouer un petit peu, ça a toujours été quand même assez fébrile. On a un Koscielny, enfin les trois défenseurs, voilà, les trois défenseurs centraux qui ont été les plus utilisés à l'instar de Socratis, Koscielny et Mustafi, sont trois joueurs, comment dire, qui ont réalisé, je dirais, des prestations assez similaires. C'est-à-dire que même si je pense placer quand même Koscielny au-dessus du lot, voilà, c'est même au-delà du fait que ça soit le capitaine, je pense, à mon sens, qu'il a réalisé des performances un peu plus régulières, mais ces trois joueurs, ça a été quand même des éléments qui, par moments, ont eu des grosses sautes de concentration très préjudiciables pour Arsenal. Ça a évidemment eu des répercussions sur les gardiens. On sait que Petr Cech, lui, voilà, qui a fait aussi des erreurs, cette fébrilité défensive, voilà, de sa ligne défensive devant lui et de ces trois-là, ont évidemment eu des grosses répercussions sur, à mon avis, le mental de Petr Cech, qui a totalement, voilà, qui par moment était totalement à l'eau, et qui a totalement pris l'eau. Euh, donc voilà, on a cette irrégularité qui caractérise cette défense centrale. On a Koscielny un peu en seul leader et encore qui parfois a des sautes de concentration. Et on a cette blessure d'Hector Bellerin, voilà, en défense pour un peu élargir aux latéraux. On a cette blessure d'Hector Bellerin qui, malgré le fait que ça soit positif avec l'éclosion de Maitland-Niles, et on en parlera après, euh, c'est quand même quelque chose qui met du plomb dans l'aile à Arsenal, puisque Bellerin, au-delà du fait que ça soit un joueur qui est là depuis longtemps, c'est quelqu'un qui peut apporter des deux côtés du terrain. Voilà, même si c'est vrai que c'est pas le joueur voilà, que l'on attendait il y a quelques années et qui, selon certaines rumeurs, aurait pu revenir au Barça. C'est un joueur voilà, qui a un certain statut et qui peut faire preuve aussi d'irrégularité, mais qui peut apporter beaucoup. Et donc c'est toujours assez voilà, catastrophique pour Arsenal d'avoir encore cette blessure pour l'Espagnol. Et on a évidemment, voilà, c'est un point à mon avis totalement à oublier, un transfert qu'il faut rayer des livres d'histoire, c'est l'arrivée de Stéphane Lichtsteiner. Alors avec tout le respect que je lui dois et la superbe carrière quand même, hein, on peut le reconnaître, qu'il a fait, voilà,
quand même un pilier de la sélection suisse. Il a fait des belles performances, notamment à la Juve. Cette année a été catastrophique hein, pour le joueur qui a maintenant 35 ans. Ça a été mauvais de bout en bout. Voilà, j'ai pas une seule performance à retirer de bon sur cette saison. Évidemment, il doit y avoir un match où il n'a pas été aussi catastrophique que les autres, mais là, ça a été vraiment très criant. Dès qu'il était sur le terrain, on avait voilà, une faiblesse en fait. On avait un déséquilibrage de la défense d'Arsenal, que ça soit en défense ou même en attaque. Voilà, il n'apportait évidemment pas du tout assez par rapport à ce que l'on attendait de lui et ce qu'on fait, ce qu'on se dit d'un joueur comme il est. Donc voilà, au niveau de la défense, c'était quand même un peu comme la saison d'Arsenal, très mitigé, mais je pencherais pardon, quand même plus vers voilà, une grosse déception de ce côté-là. Grosse déception qui, pour moi, et ça c'est un avis personnel, peut-être que tout le monde ne le partagera pas, c'est une déception au niveau du milieu et plus particulièrement sur l'irrégularité comme en défense, l'irrégularité de Ozil et Xhaka. Voilà, c'est évidemment les deux joueurs qui euh, illustrent le mieux cette idée. Ce sont deux joueurs qui ont des qualités indéniables, hein. On sait qu'Ozil a été un très très grand joueur, que Xhaka est capable de très belles choses par moment, mais là ça a été aussi très très irrégulier. Ozil qu'il n'avait plus envie de jouer à Arsenal. On avait l'impression voilà, que par moment il était là sans être là sur le terrain. On a un Xhaka qui avait quand même, voilà, on a un petit point positif, c'est cette envie. Je pense que Xhaka a envie de réussir à Arsenal, mais peut-être des limites techniques et surtout voilà, psychologiques qui lui font soit péter des plombs, soit totalement manquer de concentration, manquer de lucidité, rater des passes assez faciles. Et ce mélange-là, voilà, qui finalement fait ressortir voilà, deux autres joueurs pour passer un peu plus sur les points positifs que sont Guendouzi et Torreira. Alors, c'est vrai que ces deux joueurs ont eu tendance aussi à être irréguliers, mais cette irrégularité est quand même plus, comment dire, plus logique. Ces deux joueurs qui sont vraiment, surtout Guendouzi, qui sont très jeunes et qui vont devoir s'adapter encore à la première ligue et qui ont montré de très belles choses. Donc voilà, un développement de jeunes joueurs. On a vu évidemment Guendouzi, Torreira. On a aussi Maitland Niles que j'ai pu citer, qui a fait du bon boulot malgré des petites lacunes défensives qui peuvent être corrigées à mon sens. On a aussi Alexander Iwobi, je crois que c'est Alexander Iwobi, je suis pas sûr, mais voilà qui a montré lui aussi qu'il était capable de tenir un poste de titulaire, hein, ce qu'il n'avait pas forcément démontré sur les saisons dernières avec Wenger, hein. On savait que Wenger avait quand même un certain, comment dire, un certain, peut-être pas amour, mais une certaine affection pour l'ailier du Nigeria. Et cette année, il a montré que il était capable, quand il rentrait en tant que super sub ou même en tant que titulaire, de s'imposer comme un joueur qui va faire des différences et qui n'est plus le joueur qui est très brouillon techniquement et qui fait les mauvais choix. Il s'est lâché le ballon quand il le faut, ce qu'il n'était pas forcément capable de le faire, ce qu'il n'est pas forcément capable de faire sur ces dernières années. Donc c'est un joueur qui a aussi beaucoup progressé et ça fera très plaisir aux supporters d'Arsenal. Au niveau des points positifs encore sur le développement des jeunes joueurs, voilà, à plus long terme, on peut penser à des joueurs comme Nketiah qui a fait quelques rentrées, qui n'a pas été mauvais, il a fait quelques apparitions, il a pu marquer, il me semble peut-être à une ou deux reprises, si je me trompe pas. Et puis on a ce prêt aussi d'Emile Smith-Rowe à Leipzig qui n'a pas été du tout concluant, hein. C'est un grand espoir pour suivre un peu le club de près, c'est un grand espoir du club du nord de Londres et voilà, il n'a pas joué du tout une seule minute je crois voilà, sur toute la durée de son prêt, donc c'est un peu une déception aussi de ce côté là pour lui. On verra ce qu'il en est plus tard.
Mais voilà, on va essayer de terminer assez rapidement les points positifs avec quelque chose qui est assez encourageant, ce sont les latéraux. Alors on a dit un peu déjà des choses sur le Maitland-Niles, je vais pas me répéter, c'est quelqu'un qui est capable de très très belles choses offensivement, qui a un toucher et une technique assez impressionnante pour son jeune âge, assez encourageante. Et voilà, on a ces lacunes défensives tout de même qu'il va falloir régler, mais on va surtout parler voilà, de Kolasinac qui, encore une fois, montre qu'il a le niveau pour prétendre à avoir un statut très important dans cette équipe d'Arsenal s'ils arrivent à le garder. On a vu quelques rumeurs, il me semble, le lier avec le PSG, mais c'est un joueur sur lequel il va falloir miser l'année prochaine et qui a fait de belles performances cette année. Je pense que c'est un des joueurs qui peut-être illustre le mieux une certaine régularité une régularité évidemment dispersée dans cet effectif d'Arsenal, mais c'est un joueur qui, à mon sens, a fait une belle saison. Et finalement, voilà, excusez-moi, un joueur qui a brillé encore une fois cette année et dont tout le monde est triste du départ. Voilà, c'est évidemment Aaron Ramsey. Je pense pas trop m'avancer en disant que c'est un joueur très important d'Arsenal sur ces dernières années. Peut-être qu'il ne sera pas retenu voilà, dans l'histoire du club autant qu'il faudrait, je pense. Voilà, c'est un joueur qui à mon sens, a su avoir, malgré quelques blessures, qui a su avoir un niveau assez constant sur les dernières années et qui, voilà, sur peut-être ces années un peu 2010 jusqu'à 2019, est un joueur qui symbolise le mieux voilà, cette période d'Arsenal. Et encore cette année, il l'a fait, alors encore plus cette année, il a fait une saison exceptionnelle. J'ai les stats sous les yeux. En 28 matchs de championnat, pardon, il a mis 4 buts et 6 passes décisives. C'est un joueur qui a su se rendre important, être un cadre pour ce milieu d'Arsenal, pour l'attaque aussi d'Arsenal. Il a été très important dans tout ce qui est pressing, dans les matchs importants, dans le jeu, dans les transmissions, dans les 1-2, le jeu court, le jeu long. Donc c'est vraiment, à mon sens, une très grosse perte pour Arsenal et c'est évidemment un très très bon renfort pour la Juventus et un gros point positif pour Arsenal qui évidemment va se transformer en point négatif avec son départ, à moins qu'il soit remplacé. Et ça me fait une très très bonne transition pour parler de la saison prochaine. On va essayer de se projeter un peu sur ce qu'Arsenal va pouvoir faire. Voilà, j'ai quelques notes évidemment à chaque fois pour essayer de pas trop dériver. Et évidemment dans cette partie, on va majoritairement parler des transferts, mais on va essayer aussi de voir quels objectifs il va falloir remplir assez rapidement. Il faut évidemment changer des choses dans l'effectif d'Arsenal. Voilà, on a selon le site Sport, il me semble, Ozil Mkhitaryan, Mustafi Welbeck qui sont indésirables. C'est la fin évidemment pour Setch et Ramsey. Il me semble, un communiqué il n'y a pas très longtemps de la part d'Arsenal qui informait du départ de Setch, Welbeck et deux autres joueurs dont j'ai oublié le nom. Donc il va falloir aussi pallier ces départs. Je pense que ces changements que j'ai évoqués, il va falloir évidemment trouver des renforts. Mustafi, à mon avis, c'est quelqu'un que je ne vois pas partir, mais qui, à mon sens, devrait partir. Et il faut trouver des renforts en défense. On en a parlé dans les points négatifs, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. C'est la défense. J'ai, pour aller assez rapidement, sélectionné deux profils. Un qui semble un peu utopique et un qui semble plus probable, malgré la cote qu'il pourrait avoir. On a Umtiti voilà, qui est remplacé à Barcelone par Clément Langlais, qui pourrait être intéressé par une équipe de première ligue, voilà, qui est un joueur français qui pourrait bien s'intégrer dans cette équipe d'Arsenal, mais qui, je pense, peut avoir une appréhension du fait de la non-qualification en Ligue des Champions et du fait de ses dernières déclarations.
D'un autre côté, on a Willy Orban. Alors, je ne l'ai pas vu beaucoup cité dans tout ce qui est rumeurs de transfert. Il joue à Leipzig, qui ont terminé 3e de la Bundesliga, et qui pourrait s'avérer être une bonne recrue pour Arsenal, puisqu'il est le patron de la meilleure défense de Bundesliga. Il fait 1m86, il a 26 ans, c'est donc un joueur qui a de l'expérience, qui est assez grand. Ça ferait beaucoup de bien à Arsenal dans le jeu aérien. Il faut aussi pallier le départ de Ramsey, et là j'ai noté un nom en particulier qui, à mon avis, à mon sens, ferait sens justement. C'est James Rodriguez. Il a 27 ans, il vient d'être récupéré par le Real après cette saison au Bayern. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut essayer de faire venir. On a ce lien évidemment avec Torreira, ce lien sud-américain qui pourrait peut-être le séduire. Unai Emery qui parle espagnol, une équipe qui pourrait lui donner les clés de cette attaque en distillant un peu les ballons, une connexion qui pourrait se faire avec la Lacazette. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très intéressant pour les investisseurs s'ils veulent bien recruter intelligemment. Donc voilà, on a cette option James Rodriguez, le Colombien. N'hésitez pas évidemment à ajouter des joueurs qui pourraient avoir ce profil de numéro 10 pour évidemment remplacer un Ozil qui, je l'espère, ne sera plus là. Pour enfin passer aux objectifs très rapidement d'Arsenal. Les objectifs qu'ils doivent remplir l'année prochaine, c'est évidemment dans un premier temps développer leur effectif, être capable d'avoir un effectif plus profond, capable de tenir la cadence et que tous les joueurs soient impliqués. Il faut absolument un top 4 de Première Ligue pour Arsenal, c'est une condition pour une saison réussie. Et il faut encore un dernier carré en Europa League. On sait qu'ils vont être qualifiés en Europa League cette année. Il faut encore un dernier carré. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce bilan de la saison d'Arsenal. Si vous voulez que d'autres équipes soient un peu passées au peigne fin dans cette émission, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.